Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cet événement Facebook Live organisé par le service de presse de l'ambassade de France et le consulat général de France à Londres. Je suis Guillaume Bazard, le consul général, et j'ai à mes côtés Stéphanie Vance, chargée de la communication et des élections au consulat général. Nous avons reçu un nombre assez important de questions en amont de cette session. Nous allons essayer d'y répondre dans toute la mesure du possible, en tout cas à la plupart d'entre elles, et nous essaierons également de prendre quelques questions qui seront posées en direct pendant la session. Nous allons nous avons souhaité, pour cadrer un peu les choses, organiser cette session autour de 3 thèmes principaux. Le premier est celui de la situation post-Brexit en termes de droits des Français résidant ici, droit au séjour, droit au travail, à un moment qui est crucial puisque, on aura l'occasion d'y revenir, nous sommes tout près de la date limite pour que les Européens et les Français en particulier fassent leur demande de statut de résident. Deuxième sujet, les services consulaires. Il s'agit d'évoquer la manière dont ces services ont dû être adaptés du fait de la situation liée à l'épidémie de Covid et donc les questions de démarches administratives. Et nous saisirons l'occasion pour parler un peu également des élections consulaires. Et puis enfin, le Covid a également affecté profondément les conditions de circulation entre la France et le Royaume-Uni, et notamment pour les ressortissants français. Donc nous évoquerons les restrictions et les perspectives de levée ou d'assouplissement de ces restrictions, et enfin les conséquences du Brexit sur la fin de la liberté de circulation et comment cela se traduit en particulier sur des situations concrètes. Voilà, je vous propose de commencer sans plus attendre. Stéphane lira les questions, me les soumettra et j'essaierai d'y répondre. Bonsoir à tous, bonsoir Monsieur le Consul Général. Nous avons une première question donc sur le thème des droits au Royaume-Uni post-Brexit de Jennifer. Donc, j'ai un pre-settle status, mais j'ai dû rentrer en France à cause de la crise. J'ai l'intention de revenir et de conserver mon statut, mais je ne serai plus éligible au settle status à cause de mon temps prolongé en France. Elle nous demande quelles sont les conditions de renouvellement de ce statut et pourrais-je toujours travailler au Royaume-Uni à l'expiration du statut? Merci pour cette question. Le pre-settle status est un statut de résident temporaire. Il est valide pendant 5 ans, mais on le perd si on s'absente pendant plus de 2 ans. Si, comme c'est évoqué dans la question, quelqu'un qui détient le pre-settle status s'absente pendant plus de 6 mois, il perd le droit de transformer ce statut temporaire en statut permanent et donc de passer du pre-settle status au settle status. Cette règle de 6 mois connaît quelques exceptions dans des cas de force majeure. Par exemple, si on s'est absenté du Royaume-Uni pour des raisons liées à une naissance, à un détachement à l'étranger, à des services militaires ou à une formation, ce délai peut être étendu de 6 à 12 mois, mais il faut être en mesure de justifier cette force majeure. À l'expiration de votre settle status, donc si vous avez effectivement perdu la possibilité de transformer le pre-settle status en settle status, vous ne pourrez pas le renouveler. Le pre-settle status n'est pas renouvelable en tant que tel, et donc le principe est que vous perdrez votre droit à résider, à continuer à résider au Royaume-Uni au bout de ces 5 ans. Le moment venu, il faudra examiner, c'est-à-dire donc 5 ans après la date à laquelle on vous aura accordé ce statut, il faudra examiner si d'autres éléments de la loi sur l'immigration vous permettent de postuler soit un nouveau visa, soit à un statut de résident, mais ça ne sera pas le dispositif mis en place pour les citoyens européens dans le contexte de la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne.
Merci, Monsieur le Consul. Une nouvelle question de Nicole. Bonjour, Monsieur le Consul. Je voudrais savoir si un ressortissant français peut prétendre à un statut de résident temporaire après avoir travaillé pendant 3 ans à Londres, même si le contrat de travail a pris fin. C'est une question importante qui met en lumière un aspect du droit de résident permanent, de droit de résident européen, le settled status, qui est pas toujours assez connu. Le settled status ou le droit de résident temporaire ou permanent n'est pas lié à l'activité que l'on exerce. Les Européens, et donc en particulier les Français, qui étaient résidents au Royaume-Uni au 31 décembre 2020, avant le 31 décembre 2020, ont le droit, sont éligibles à ce statut, et leurs droits découlent du fait qu'ils étaient résidents au Royaume-Uni, mais pas de l'activité qu'ils exerçaient. Ils pouvaient être salariés, ils pouvaient être auto-entrepreneurs, ils pouvaient être retraités, ils pouvaient être étudiants, ils pouvaient être sans activité particulière. Ce n'est pas cela qui compte. Ce qui compte, c'est de documenter sa résidence. Donc, si vous étiez, madame, si vous étiez résidente au Royaume-Uni avant le 31 décembre, encore une fois, votre droit de résider n'est pas lié à votre travail. Si vous perdez votre emploi, si vous changez d'emploi ou si vous changez d'activité, c'est pas ça qui vous fait perdre votre statut. Mais il faut que vous ayez obtenu le statut. Donc vous avez jusqu'au 30 juin 2021 pour le demander, et il faut que vous veillez à ce que, comme on l'a vu en liaison avec la question précédente, à ce que vos absences n'aillent pas au-delà de 6 mois sur une période de 12 mois. Mais encore une fois, le droit découle de la résidence avant le 31 décembre 2020 et non pas de la nature de votre activité. Alors, une nouvelle question d'Élise. Donc, j'ai un nouveau travail que j'effectue à distance et souhaiterais réaliser mon rêve de vivre au Royaume-Uni. Elle souhaiterait savoir s'il y a une solution dans sa situation. Donc, de résider en France, d'avoir un travail en France à distance, mais de résider au Royaume-Uni. Avec la fin de la liberté de circulation, on ne peut pas venir s'installer au Royaume-Uni sans raison particulière. Si je comprends bien, votre activité est en France, elle est effectuée à distance. Donc, sur le plan pratique, vous pourriez l'exercer depuis un autre endroit que la France, et en l'occurrence le Royaume-Uni. Mais en tant que personne n'ayant pas un travail au Royaume-Uni, vous n'êtes en mesure de résider au Royaume-Uni que pour des périodes, en tant que visiteur, que pour des périodes de 6 mois maximum. Donc, il n'est pas possible, en l'état actuel de la législation britannique, de vous installer de manière permanente au Royaume-Uni, alors que vous exercez une activité professionnelle ailleurs, en dehors du Royaume-Uni. Alors, nous avons une autre question d'Amélie, donc toujours sur le même thème. Si je trouve un travail au Royaume-Uni et que je fais ma demande de visa, est-ce que je peux commencer à travailler en attendant mon visa ? Le changement fondamental avec le Brexit, avec la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, c'est encore une fois la fin de la liberté de mouvement et la fin de la liberté d'installation. Ce qu'on a vu de manière assez massive ces dernières années, c'est que des Français ou des Européens en général venaient au Royaume-Uni, chercher parfois à l'occasion d'un stage ou d'une visite d'une autre nature, chercher un emploi, trouver un emploi et rester, exercer cet emploi, et puis ensuite se construisait un parcours personnel au Royaume-Uni. C'est précisément à cela que les autorités britanniques ont souhaité mettre fin avec le Brexit. C'est très explicite. La fin de la liberté de mouvement et d'installation est considérée comme l'un des objectifs du
du Brexit. Donc la nouvelle donne depuis le 1er janvier, pour les Français qui n'étaient pas résidents avant le 31 décembre, ça n'est pas de venir ici et d'y trouver un emploi, c'est depuis l'étranger de trouver une offre d'emploi, de se voir proposer cet emploi par un employeur, ce qui suppose un certain nombre de conditions, c'est-à-dire que l'employeur lui-même doit être habilité, doit être sponsor pour pouvoir recruter en dehors du Royaume-Uni, et il doit vous faire une proposition d'emploi, et sur la base de cette proposition, qui doit répondre à un certain nombre de critères en termes de niveau de qualification, en termes de niveau de salaire. Et si toutes ces conditions sont réunies, alors l'employeur peut vous proposer cet emploi. Et sur la base de cette proposition, vous faites une demande de visa. Et vous ne pourrez rejoindre le Royaume-Uni pour commencer à exercer vos fonctions qu'une fois que le visa vous aura été délivré. Donc il n'y a plus cette flexibilité qui a marqué le marché du travail depuis plusieurs décennies, de cette possibilité de venir et de découvrir le marché du travail sur place. Maintenant, on ne peut venir durablement s'installer qu'en ayant en poche acquise une offre d'emploi ferme qui répondent à certaines conditions fixées par la loi britannique. Alors, une autre question d'une personne qui nous expose sa situation. Ma propriétaire est sur le point de m'expulser et je n'ai pas de logement en vue. Je n'ai pas de visa de résidence non plus. Je sais qu'à partir du 1er juillet, je suis susceptible d'être déporté, mais qu'il est possible de faire une demande ultérieure de visa si j'ai un bon motif pour le retard. Cependant, au cas où les autorités voudraient me déporter sans délai, par exemple si je suis sans abri, est-ce que le consulat peut intercéder? Est-ce que la loi exige d'avoir obtenu un visa ou seulement que la demande ait été effectuée? Le premier point à voir, c'est celui de vos droits en tant que résidente. Si vous avez un propriétaire au Royaume-Uni, c'est donc que vous êtes résidente au Royaume-Uni depuis un certain temps. Si la date à laquelle vous vous êtes installé au Royaume-Uni est antérieure au 31 décembre, vous avez le droit de demander et potentiellement d'obtenir le titre de séjour européen temporaire, si vous êtes lié là depuis moins de 5 ans, le pre-settled status, qui n'est pas lié à l'attitude de votre propriétaire. Ce qui compte, c'est que vous soyez en mesure de documenter que vous avez été installé au Royaume-Uni avant le 31 décembre. La demande peut effectivement prendre du temps. C'est pour ça qu'il faut la faire sans attendre. Actuellement, le ministère de l'Intérieur britannique a un stock de demandes assez important, plusieurs centaines de milliers. Donc il y a des situations dans lesquelles le traitement de ces demandes est rapide. Ça peut, dans les conditions optimales, si on a un numéro, on fait la démarche en ligne, on a un numéro d'identification National Insurance Number, le résultat peut être connu en quelques jours ou quelques semaines. Dans des situations plus complexes, et compte tenu encore une fois du stock de demandes à traiter, le dossier peut prendre plusieurs mois. Donc l'important, c'est en fonction de votre situation, et si votre qualité de résidente avant le 31 décembre vous le permet, c'est de faire cette démarche d'urgence de manière à ce que elle puisse prendre effet le plus vite possible. Au moment où, quand vous faites la demande, si vous la faites d'une manière valide, vous recevez un numéro de demandeur de settled status, et ce numéro peut vous permettre de montrer que vous avez fait cette démarche et que vous êtes dans l'attente d'une réponse. Pour les personnes qui auront fait leur demande très très tard, avant la date limite du 30 juin, il y a une incertitude sur leur situation juridique dans la période entre le 1er juillet et la date de la décision. Raison de plus, encore une fois, pour faire cette demande sans tarder.
La conséquence de quelqu'un qui n'a pas obtenu de statut n'est pas forcément l'expulsion immédiate. L'administration britannique, le 1er juillet, ne va pas de manière systématique, automatique, procéder à des mesures d'expulsion de tous les Européens qui n'auront pas obtenu le statut ou pas encore demander le settled status. En revanche, ce qui risque de se manifester très vite, c'est que la vie quotidienne risque de devenir plus compliquée, parce que jusqu'au 30 juin, une carte d'identité ou un passeport européen permet de prouver ses droits. Ses droits à travailler, ses droits à louer un logement, ses droits à ouvrir un compte en banque, à obtenir un prêt ou à obtenir des prestations sociales. À partir du 1er juillet, tous les acteurs de ces démarches, les propriétaires, les employeurs, les services sociaux, seront autorisés à demander aux Européens de prouver qu'ils disposent du statut de résident, ou en tout cas qu'ils l'ont demandé et qui sont en attente d'une réponse. Et donc il y a des conséquences pratiques qui risquent de se manifester, qui peuvent mettre effectivement en situation de difficulté. Merci pour cette réponse très complète. Une nouvelle question de Benjamin. Quelles sont les nouvelles conditions pour devenir résident? Pour l'instant, donc j'imagine que vous n'êtes pas résident au Royaume-Uni. En tout cas, vous ne l'étiez pas avant le 31 décembre, puisque sinon la question serait résolue par le fait que l'accord de retrait vous permet de garder ce statut de résident. Donc il n'y a plus cette liberté d'installation pour les personnes qui arriveraient maintenant, depuis le 1er janvier. Donc le principe est celui d'une installation sur la base d'un visa pour travailler. Ce visa peut durer, l'activité grâce à ce visa qui peut être renouvelé peut durer un certain nombre d'années, et ensuite, en fonction de l'état de la législation au moment où vous arrivez à l'expiration de ce visa, ou après avoir passé de cette manière-là un certain nombre d'années, il y a une procédure de demande de titre de séjour. En général, c'est pas immédiatement un titre permanent, c'est un titre provisoire qui peut être renouvelable, comme le principe des cartes de séjour en France, mais qui sera une décision au cas par cas, et qui ne résultera pas de votre qualité d'Européen en vertu de l'application du droit sur la liberté de circulation. Alors, une nouvelle question de Florence qui nous parle de retraite. Que va-t-il advenir de nos retraites? Elle a travaillé toute sa vie au Royaume-Uni et souhaite retourner en France pour se rapprocher de sa famille. Et donc, elle demande tout simplement quelles seront les conséquences pour sa retraite. Les questions liées à la protection sociale sont toujours complexes et dépendent des caractéristiques de chaque situation individuelle. Mais d'une manière générale, il y a deux choses importantes. La première chose, c'est que quand le Royaume-Uni est sorti de l'Union européenne, les deux parties ont signé un accord de retrait qui protégeait les droits acquis des Européens résidant au Royaume-Uni. C'est-à-dire que tout Européen qui avait travaillé au Royaume-Uni y avait acquis des droits et qui, en vertu de la coordination de sécurité sociale, était garanti, même s'ils quittaient le Royaume-Uni, s'ils rentraient dans leur pays ou s'ils se déplaçaient ailleurs dans l'Union européenne. Donc ces droits, les droits acquis avant la sortie, sont garantis par l'accord de retrait. Ensuite, le Royaume-Uni et l'Union européenne ont négocié un nouvel accord sur la relation future. Donc la relation qui a commencé à partir du 1er janvier 2021. Dans cet accord, il y a un protocole spécial sur la protection sociale, et ce protocole a reproduit les mécanismes de coordination de sécurité sociale qui existaient avant. C'est-à-dire que
dans le cas précis de Florence, elle a travaillé exclusivement au Royaume-Uni, si je comprends bien. Elle bénéficiera d'une retraite britannique. Et la question est celle de la possibilité pour elle de toucher sa retraite britannique en France. La réponse est oui. L'exportabilité de la retraite est prévue et il n'y a pas d'obstacle particulier à ce que sa retraite lui soit versée par l'organisme britannique sur son compte en banque en France ou ailleurs. Donc ça, c'est pas un problème en soi. Plus largement, j'élargis un petit peu au-delà de cette situation qui est assez simple dans la mesure où la personne n'a cotisé qu'à un système. L'intérêt des dispositions de l'accord sur la coordination, c'est que à partir de maintenant, même une fois maintenant que le Royaume-Uni est sorti, si quelqu'un fait une partie de son parcours professionnel en France et une partie au Royaume-Uni, les mécanismes continueront à fonctionner, c'est-à-dire qu'il pourra totaliser les droits acquis en France d'une part et au Royaume-Uni d'autre part, de manière à percevoir sa retraite de manière complète, comme si à quelques nuances près, comme si le Royaume-Uni était resté dans l'Union européenne. Donc, sur le plan de la coordination de sécurité sociale, les résultats de l'accord sur la relation actuelle, la relation post-Brexit, sont assez favorables. Nous avons une question de Dominique sur le settle status, qui est dans l'impossibilité de renouveler son passeport pour effectuer la demande de settle status et qui demande si cette demande peut être effectuée avec une carte d'identité. La procédure de demande de statut de résident européen, le pre-settle status ou le settle status, a été conçue pour être principalement numérique, avec une application sur le téléphone qui permet de télécharger les données d'un passeport biométrique et ensuite de faire la démarche en ligne. Donc le scénario le plus simple pour faire cette démarche, c'est effectivement d'être en possession d'un passeport biométrique qui permet de faire cette démarche sur un mode numérique entièrement à distance et c'est ce qu'il y a de plus simple et de plus rapide. Mais tout le monde ne dispose pas d'un passeport biométrique et donc il y a des solutions alternatives. Si vous êtes en possession d'une carte d'identité valide ou, si vous êtes adulte, périmé depuis moins de 5 ans, il y a une possibilité de faire la démarche en envoyant votre carte d'identité au Home Office par la poste. Le Home Office reçoit ces pièces non biométriques, en télécharge les données, et une fois que ces données sont téléchargées, vous pouvez compléter la démarche et le Home Office vous renvoie la carte d'identité. Si, enfin, vous n'êtes en possession ni d'un passeport biométrique, ni d'une carte d'identité valide, que par exemple votre passeport est périmé ou votre carte d'identité est périmée depuis moins de 5 ans, il existe encore une autre procédure, qui est une procédure sur papier. Et pour la faire, il faut contacter ce qu'on appelle le Resolution Center du Settlement Scheme, expliquer la situation et demander à ce que l'on vous envoie. C'est pas un formulaire qui est disponible librement en ligne sur les sites de l'administration britannique. Il faut le demander et pour le demander, il faut justifier votre situation en expliquant que vous n'êtes pas en possession d'un titre valide et à ce moment-là, on vous envoie ce formulaire et vous pouvez faire la démarche sans passer par les procédures de biométrie ou de titre valide. Plus ces démarches sont plus longues, forcément, puisqu'il y a le délai de contacter le centre d'information, de recevoir le formulaire, de le remplir, de trouver les justificatifs qui seront demandés et de le renvoyer. Donc comme c'est plus long, il y a un risque que la procédure prenne un certain temps et par conséquent,
si vous êtes dans cette situation, c'est une raison supplémentaire pour faire cette démarche maintenant d'urgence pour que la décision puisse intervenir le plus rapidement possible, sachant qu'encore une fois, le délai du 30 juin approche à grands pas. Merci. Et avant de passer au thème suivant, nous avons une dernière question de Marine, toujours sur le settle status. Quels seront les justificatifs autorisés sur les absences entre 6 et 12 mois liées à la Covid avec le statut pré-settled? Donc pour les absences supérieures à 6 mois, en dehors de la crise sanitaire, les motifs sont ceux que j'ai évoqués tout à l'heure, c'est-à-dire une maternité, un séjour d'études à l'étranger de plus de 6 mois, une mission effectuée à l'étranger pour un employeur de plus de 6 mois, etc. L'administration britannique, quand la crise sanitaire est arrivée, a admis que la Covid elle-même pouvait imposer à des ressortissants européens de s'absenter du Royaume-Uni pour des durées supérieures à 6 mois. La difficulté est que la seule existence de la pandémie n'est pas forcément considérée comme un motif valable. C'est-à-dire qu'il faudra, si vous voulez plaider cette absence de plus de 6 mois, il faudra justifier que le Covid, concrètement, vous a empêché de rejoindre le Royaume-Uni, soit pour des raisons liées aux conditions de circulation entre l'endroit où vous étiez et le Royaume-Uni, soit parce que vous avez été hospitalisé, soit parce que votre condition de santé ne vous permettait pas de voyager. Mais le seul fait d'invoquer le Covid ne garantit pas en soi que le motif soit accepté pour une absence supérieure à 6 mois. Il y a un cas un peu particulier pour les étudiants. Si les étudiants sont en mesure de montrer qu'ils ont suivi leur cursus à distance pendant une période jusqu'à 12 mois, ça peut être aussi accepté. Merci, Monsieur le Consul. Nous allons donc passer au thème suivant sur les sujets consulaires. Donc, nous avons une première question de... Pardon, avant qu'on passe au thème suivant, je voudrais, si on en termine avec les sujets liés au Brexit et au droit post-Brexit, je voulais juste souligner de nouveau quelques points particuliers qui ont été évoqués. D'abord, c'est de rappeler que le settled status est absolument indispensable pour sécuriser ses droits après le 1er juillet. Ça n'est pas une option, c'est une démarche obligatoire. Et que les conséquences, encore une fois, de ne pas le faire sont lourdes. Elles sont lourdes juridiquement, puisqu'on perd le caractère légal de sa résidence, mais elles sont aussi concrètes, comme je le disais, très vite, elles peuvent rendre la vie compliquée sur le plan du travail, du logement, de l'accès à un certain nombre de services. La communauté française du Royaume-Uni s'est mobilisée sur cette question du settled status, puisque au 31 mars, on a eu un peu plus de 200 000 demandes déposées par des Français, ce qui représente une partie très importante de la communauté, mais ça veut dire aussi qu'il reste sans doute plusieurs milliers, peut-être plusieurs dizaines de milliers de Français qui n'ont pas encore fait cette démarche. Donc vraiment la recommandation pour vous-même, mais aussi pour les Français ou les autres Européens que vous pouvez côtoyer ou connaître, passer le message qu'il faut absolument faire cette démarche et de la faire maintenant sans attendre, et que si, comme on l'a évoqué tout à l'heure, vous n'avez pas un titre d'identité valide, faites cette procédure papier par le formulaire que vous demandez au Resolution Center, mais faites-le sans attendre. Il faut sécuriser vos droits en restant dans les temps. Les conditions dans lesquelles des demandes tardives qui seront faites après le 1er juillet pourront ou non être acceptées sont suffisamment incertaines pour que ma recommandation soit de ne pas prendre ce risque. Voilà pour le Brexit et le post-Brexit.
Merci beaucoup. Alors, donc sur l'autre sujet des sujets consulaires, nous avons Jocelyne qui nous demande pourquoi ne pas réinstaurer les demandes de carte d'identité auprès des consuls honoraires. Les conditions de délivrance des titres d'identité sont définies par le ministère de l'Intérieur. La problématique est simple. L'objectif n'est pas du tout de compliquer la vie des Français qui vivent à l'étranger. La problématique est une problématique de sécurité. Il y a un risque important de fraude qui a fortement augmenté. La fraude étant l'obtention d'un document sur la base de faux documents, l'usurpation d'identité, tout ça sont des risques qui sont considérables parce que ça peut permettre à des personnes d'obtenir indûment des titres et d'utiliser ces titres pour entrer sur le territoire français et y commettre des attentats, des fraudes, tout ce qu'on veut. Donc les conditions sont restrictives, sont même très restrictive et oblige à venir au consulat général lui-même pour effectuer cette démarche. Le principe est même celui de la double comparution, c'est-à-dire qu'on doit se rendre au consulat général pour effectuer la demande et on doit venir également pour retirer le passeport. Le ministère des Affaires étrangères a obtenu un assouplissement de la deuxième partie qui permet de demander l'envoi de son passeport à son domicile ou de le faire remettre par un consul honoraire. La remise peut être faite par les consuls honoraires, pas la demande, mais la remise, de manière à ce qu'il n'y ait plus qu'une comparution obligatoire, mais elle reste obligatoire, comme d'ailleurs pour la plupart des pays européens. Alors, nous avons une question de Christelle. Nous avons une personne qui habite en Écosse qui demande pourquoi est-il nécessaire de se déplacer au consulat de Londres pour faire son passeport ou sa carte d'identité et quelles solutions sont apportées pour que les personnes éloignées du consulat puissent faire leur demande de titre. Oui, la question rejoint assez largement celle à laquelle on vient de répondre. La France est l'un des pays qui dispose de l'un des plus grands réseaux consulaires dans le monde, mais ça ne signifie pas que nous pouvons avoir des consulats dans toutes les localités où résident plusieurs milliers de Français. On a des processus de dématérialisation sur beaucoup de démarches pour pouvoir faciliter les choses. L'inscription au registre se fait à distance. Une partie importante des démarches d'état civil peuvent se faire à distance. On a un état civil électronique qui est en train de se mettre en place. Mais encore une fois, sur la question de la procédure de demande de passeport et de carte d'identité, le principe reste celui de la comparution pour des raisons qu'on a évoquées. Il y a des réflexions en cours au sein de l'administration sur introduire un élément de demande à distance pour les renouvellements. C'est des réflexions qui vont avoir lieu, qui ont commencé, mais qui n'interviendront pas de manière rapide. Donc je crois qu'il faut être patient. Un passeport, c'est valable 10 ans, donc il y a une nécessité, au moins une fois tous les 10 ans, de se déplacer auprès du consulat le plus proche. Il y a des pays dans le monde où les distances sont plus grandes encore qu'au Royaume-Uni. On a des compatriotes à l'étranger qui sont beaucoup plus éloignés qu'on peut l'être ici d'un consulat. Le seul instrument que nous avons, c'est celui des tournées consulaires. Malheureusement, cet outil a été très peu utilisable pendant l'épidémie. On va le reprendre progressivement. Mais ces tournées, forcément, génèrent une capacité à traiter des demandes qui est limitée en volume et donc qui est limitée en priorité aux personnes qui ont des véritables difficultés de mobilité. Et donc, quand on peut faire ces tournées, on arrive à satisfaire une partie de la demande, mais pas toujours. Il reste pour une majorité des cas la nécessité de se déplacer au consulat à Londres. Merci. Donc nous avons une autre question de Laetitia qui a deux questions en une.
Où peut-on faire des photos aux normes françaises pour le renouvellement de passeport? Et une autre question qui n'a rien à voir. Pourquoi ne peut-on pas renouveler un permis de conduire français au consulat? Sur les photos, pour ceux de nos compatriotes qui sont déjà venus faire une démarche, une demande de passeport au consulat le savent, il y a un photomaton dans la salle d'attente du consulat qui, la plupart du temps, s'il n'est pas en panne, mais la plupart du temps, il fonctionne et donc permet de faire des photos aux normes. Il y a un nombre important de photographes en ville qui connaissent les normes des différents pays européens et il y en a plusieurs à proximité du consulat et donc à quelques minutes de nos locaux, il est possible de faire des photos aux normes françaises. Sur les permis de conduire, les consulats à l'étranger ont reçu délégation d'exercer un certain nombre de fonctions de la part d'administrations françaises diverses. C'est le cas des compétences des préfectures pour la délivrance des titres d'identité, mais il n'y a pas de compétences des consulats en matière de délivrance des permis de conduire ou de renouvellement. Donc cette compétence reste auprès des préfectures en France, et quand on est au Royaume-Uni, l'échange contre un permis britannique reste une compétence de l'administration britannique. On intervient sur les permis de conduire que pour enregistrer, quand c'est nécessaire, des déclarations de perte. Merci. Donc nous avons ici plusieurs personnes qui posent à peu près la même question, donc on en a retenu une seule. Quand aurais-je la possibilité de prendre rendez-vous pour demander mon premier passeport? Actuellement, vous ne traitez que les demandes de renouvellement pour des passeports déjà expirés, expirant dans les 30 jours, et les premières demandes de passeport pour les enfants. Il faut bien avoir en tête l'impact que la crise sanitaire a eu et continue d'avoir sur la manière dont nous exerçons nos fonctions. Le consulat général de France à Londres est l'un des plus gros consulats dans notre réseau, et notamment sur l'activité de délivrance de titres d'identité et de voyage. Pour vous donner un exemple, l'année 2019, qui est la dernière année où nous avons fonctionné de manière normale, avant la crise sanitaire, nous avons délivré 41 000 passeports et cartes d'identité. C'est plus que dans n'importe quel autre consulat de France dans le monde. Évidemment, avec la crise sanitaire, on a dû réduire le nombre d'usagers qui pouvaient être en même temps simultanément dans nos locaux pour des raisons de sécurité sanitaire évidentes, et d'autre part on a dû mettre en place des mécanismes de rotation des équipes pour que s'il y avait des cas de contamination, et il y en a eu, on ait toujours du personnel qui soit prêt, disponible pour prendre la relève. Nous sommes maintenant dans un processus de remontée en puissance de ces capacités. Actuellement, on reçoit on prend 100 rendez-vous par jour. À partir de la semaine prochaine, ça sera 120, et puis on essaiera d'augmenter encore dans les semaines qui viennent. Mais ça reste face à une demande qui est toujours très 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 forte. Ça reste assez tendu. Donc il y a deux conseils pratiques. On a aussi étendu la période sur laquelle on ouvre les rendez-vous. C'est maintenant ouvert sur 2 mois. D'abord, il faut persévérer. Le système a une certaine flexibilité, c'est-à-dire qu'en fonction de nos disponibilités, on injecte un certain volume de rendez-vous, et quand on peut, on en rajoute de nouveaux. Donc il ne faut pas hésiter à se reconnecter plusieurs fois, par exemple le matin ou à d'autres moments de la journée, et en général on finit par réussir à avoir un rendez-vous. Si on est dans une situation avec une urgence particulière, comme on n'est pas à pleine capacité, on est toujours un peu dans une logique d'urgence. Il faut envoyer un courriel à l'adresse générique
du consulat, dont je pense on l'a fait apparaître sur le fil de Facebook, pour exposer votre situation, et on s'efforcera de trouver une solution. Et d'autre part, pour les personnes qui sont hors de Londres et loin de Londres, si elles ont une opportunité de se déplacer à Londres et qu'elles peuvent nous en avertir suffisamment en avance, alors on s'efforce de trouver des solutions aussi. Alors, prochaine question de Pierre. Bonjour, ma carte d'identité expire en décembre 2021. Quand dois-je la renouveler pour en obtenir une autre dans les délais? Et quand puis-je demander un passeport? Alors, si votre carte d'identité expire en décembre, c'est typiquement une situation qu'on ne considère pas comme une urgence. Les délais, à partir du moment où on fait une demande de passeport ou de carte d'identité, les passeports, c'est en gros une quinzaine de jours, et les cartes d'identité, ça peut être un peu plus long à partir du moment où on a fait la demande. Donc, si votre carte d'identité expire en décembre, il n'y a pas d'urgence avant plusieurs mois. D'autre part, si votre carte d'identité a été délivrée après une certaine date, elle est encore valide 5 ans après son expiration. Donc c'est aussi un élément à prendre en compte qui peut vous permettre de l'utiliser. Si vous avez cette carte d'identité, vous permet encore de circuler entre la France et le Royaume-Uni. Là, il y a une distinction importante, c'est que si vous êtes résident au Royaume-Uni, éligible au Settled Status, votre carte d'identité pourra être utilisée pour circuler entre la France et le Royaume-Uni jusqu'en 2025. Donc, vous pouvez encore tabler sur la carte d'identité durablement. En revanche, pour les Français qui ne sont pas résidents au Royaume-Uni, qui ne l'étaient pas avant le 31 décembre, donc qui viendraient en visiteur ou avec un visa, comme on en a parlé plus tôt, la carte d'identité ne pourra plus être utilisée à partir du 1er octobre 2021. Et à ce moment-là, il faudra avoir un passeport. Mais encore une fois, les Français avec Settled Status pourront l'utiliser plus longtemps. Donc c'est en fonction de ces éléments qu'il faut apprécier à quel moment vous pourriez avoir besoin d'un passeport si vous deviez par exemple vous rendre dans une destination qui n'est pas à laquelle on ne peut pas se rendre avec une carte d'identité. Mais dans votre situation, pas d'urgence particulière, sachant qu'on va s'efforcer encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, de continuer à faire monter en puissance le nombre d'usagers que nous pourrons recevoir dans les semaines qui viennent. Il y a un nouvel élément très très récent pour des raisons sanitaires évidentes. Nous avions depuis le premier confinement conditionné toute démarche à un rendez-vous. À part une urgence absolue de quelqu'un qui a un besoin d'assistance immédiate, en situation de crise, le rendez-vous était la règle pour toutes les démarches, y compris pour retirer un passeport. Depuis quelques jours ou depuis une semaine ou deux, maintenant on peut revenir on est revenu comme avant la crise sanitaire, à rendez-vous obligatoire pour demander le passeport, mais on peut venir rechercher son passeport quand on a reçu une notification qu'il était prêt. On peut venir le chercher sans rendez-vous, ce qui donne une flexibilité supplémentaire au dispositif. Merci, Monsieur le Consul Général. La dernière question sur ce thème pour Sarah, qui nous parle des élections et plus particulièrement des procurations. Donc, elle dépend du consulat d'Édimbourg et elle demande si elle peut faire valider une procuration pour les régionales, étant donné qu'elle ne peut pas voyager en France et elle est donc inscrite sur la liste électorale de sa commune d'origine en France. Oui, c'est tout à fait possible. Le consulat général d'Édimbourg enregistre des procurations. Pour le faire, il suffit d'envoyer un courriel à nos collègues d'Édimbourg et ils vous donneront un rendez-vous pour procéder au dépôt de cette procuration. Est-ce que vous souhaitez rajouter des choses?
Oui, avant, on va clore le chapitre sur les services consulaires. Avant de passer à la problématique des déplacements, je voulais revenir sur un point principalement, qui est celui des élections. Trop peu de Français le savent ou en profitent. Vous êtes représenté, si vous êtes résident permanent au Royaume-Uni, vous êtes représenté par des élus qui sont l'équivalent pour les Français de l'étranger des élus locaux en France, avec quelques nuances évidemment. Au Royaume-Uni, compte tenu de la taille de notre communauté, nous avons 9 conseillers consulaires. Leur mission est multiple. D'abord, ils font remonter de leurs électeurs, des Français, les préoccupations vers l'ambassade et vers le consulat général. Donc, ils se font l'écho auprès de nous de vos attentes, de vos besoins. Ils sont également directement associés à un certain nombre de décisions, puisque le consulat peut prendre des décisions sur des choses administratives habituelles, mais il y a un certain nombre de choses importantes pour lesquelles les décisions se prennent dans ce qu'on appelle le conseil consulaire, et ces élus siègent dans ce conseil consulaire et donc participent à la décision. Et c'est des décisions importantes comme par exemple l'attribution des bourses scolaires, l'attribution des aides sociales ou l'attribution de subventions à des associations actives au sein de la communauté française. Donc c'est une élection qui est très importante. Elle aura lieu au mois de mai. Il y aura une possibilité, il y a 3 possibilités de vote. Il y aura une possibilité de voter physiquement à l'urne au consulat à Londres et au lycée français Charles de Gaulle, où il y aura des bureaux de vote qui seront installés, mais surtout, et ce qui facilite l'exercice de ce droit démocratique, il y a un vote électronique sur Internet qui peut être fait. On pourra voter entre le 21 et le 26 mai. Pour pouvoir voter par Internet, il faut être inscrit évidemment sur la liste électorale, ça vaut pour toutes les modalités de vote, mais il faut avoir enregistré sur la liste un numéro de téléphone portable valide et une adresse mail. L'inscription sur les listes se termine demain soir. Nous avons communiqué assez largement sur les réseaux sociaux et sur notre site internet. Donc, si vous n'êtes pas inscrit ou si votre inscription a besoin d'être mise à jour pour y faire corriger vos données personnelles, faites-le demain ou dès ce soir, de manière à ce que votre vote puisse être pris en compte. Nous avons toute une section sur le site internet du consulat. Les listes de candidats ont été enregistrées, elles ont été publiées. Il y a 8 listes parmi lesquelles vous pouvez choisir vos élus. Donc je vous invite à participer à ce vote, comme ça vous serez plus directement représenté auprès du consulat général. Donc votez. Merci Monsieur le Consul Général. On va passer au thème suivant, donc, qui concerne les conditions de déplacement entre la France et le Royaume-Uni. Donc on a plusieurs personnes qui nous ont demandé donc la question suivante, qui est: quand sera-t-il de se déplacer de la France vers le Royaume-Uni sans avoir à se soumettre à la quarantaine et à l'achat des tests? J'aurais beaucoup aimé pouvoir apporter une réponse précise et sûre à cette question. On a eu effectivement toute une série de questions qui vont dans le même sens, même si elles peuvent parfois mettre l'accent sur un aspect plus qu'un autre. Si on observe ce qui se passe, tous les pays ont mis en place des restrictions au déplacement, tout simplement dans un souci de protéger et de ne pas importer du virus, en plus de celui qui est déjà présent sur le territoire. Il y a un fait tout à fait établi, c'est que les déplacements contribuent à la propagation du virus. Et la difficulté qu'on a en tant que Français au Royaume-Uni, c'est qu'on ait
on est des résidents qui bougent souvent. La communauté française était souvent assez mobile. Et finalement, on est soumis aux deux régimes de restrictions, les restrictions françaises, les restrictions britanniques. Et il y a un système d'un peu de vase communicant, c'est que tout se joue sur le différentiel de situation entre les deux pays. Il y a eu un décalage dans le temps dès le début de l'épidémie. Il y avait quelques semaines de décalage. Et l'évolution de l'épidémie n'a pas été parallèle dans les deux pays. Ce qui veut dire que quand la situation était plus critique au Royaume-Uni qu'en France, la France s'est protégée et donc on a mis en place des restrictions pour les voyageurs en provenance du Royaume-Uni. Et puis maintenant que la situation au Royaume-Uni s'est considérablement améliorée, c'est le Royaume-Uni qui considère que la situation en France est dégradée et qui lui-même met en place des mesures restrictives. Ce qui fait que l'un dans l'autre, ça fait maintenant longtemps qu'il y a des restrictions. Quand est-ce que ça pourra être levé ? Honnêtement, on n'en sait rien. Pour l'instant, les restrictions sont britanniques en termes de limitation des motifs de déplacement. Du point de vue français, on peut se rendre depuis le Royaume-Uni en France sans limitation, autre que la présentation d'un test PCR et un engagement sur l'honneur à s'isoler en arrivant. En revanche, côté britannique, il y a il faut présenter un motif si on est résident au Royaume-Uni pour quitter le territoire. Les gouvernements fonctionnent de la même manière. Ils prennent une mesure et toutes les 3 ou 4 semaines, ils examinent l'évolution des données chiffrées de l'épidémie, le nombre de cas, le nombre de décès, le nombre d'hospitalisations, et ils examinent si l'évolution de la situation permet de faire évoluer les choses. On est dans cette situation-là. On attend que le gouvernement britannique lève ces restrictions. Il y a un point qui a été évoqué dans plusieurs questions, c'est celui des prix des tests. Et là, force est de constater qu'il y a deux logiques totalement différentes qui sont en place. En France, les tests relèvent du service public, quel que soit le motif. Et donc, quand on doit se déplacer, on peut faire dans un centre de test avec une carte vitale, on peut faire un test PCR gratuitement. Les autorités britanniques ont pas tout à fait la même conception du service public et ont estimé que les tests gratuits proposés par le NHS n'étaient pas valables pour les déplacements, dans la mesure où ils recommandent de ne pas se déplacer. Et par conséquent, ces tests sont confiés à des opérateurs privés avec des prix qui sont élevés, notamment pour des familles, qui ont baissé considérablement, puisqu'on a eu une période où il y avait des opérateurs qui pratiquaient des coûts astronomiques. Mais ça, c'est un choix qui a été fait par les Britanniques, sur lequel on n'a pas de prise et pas de moyen d'intervenir, malheureusement. Alors, une autre question de Marie-Ange. Après avoir reçu nos 2 vaccins, nous avons l'intention d'aller en France pour voir ma mère qui a 89 ans. Nous faudra-t-il un test PCR, le Royaume-Uni ne faisant plus partie de l'Union européenne? Comment obtenir le passeport sanitaire européen? Sur la durée du besoin du test PCR, encore une fois, c'est difficile d'avoir une date. On ne sait pas quand cette obligation sera levée. S'agissant de l'impact du vaccin sur les déplacements, évidemment, on parle beaucoup de passeport vaccinal. Il faut bien avoir en tête que pour l'instant, les vaccins, la seule certitude qu'on ait, c'est qu'ils protègent contre les formes graves de la maladie. Mais en revanche, on n'a pas de données fiables ou définitives sur l'impact qu'il a sur la contamination. C'est-à-dire qu'on peut être vacciné et donc on est protégé contre le fait d'être gravement malade, mais en revanche, on n'a pas de garantie qu'on ne peut pas attraper une forme bénigne de
de la maladie et qu'on ne peut pas la transmettre. Donc les discussions sur la mise en place d'un passeport européen ou autre sont en cours. Elles posent une série de questions qui sont parfois compliquées, quel type de données on va enregistrer, et avec quel effet, qu'est-ce que ça créera comme droit, et avec des problématiques en aval sur des problèmes éventuels de discrimination. Est-ce qu'on va accorder des choses à des gens pour qui la vaccination n'a pas été ouverte, par exemple? Ce sont des questions qui sont assez difficiles. Donc les gouvernements, les solutions techniques sont en train d'être examinées. La Commission européenne travaille notamment là-dessus, mais il faudra encore des discussions et des réflexions au sein des gouvernements pour savoir exactement quelle utilisation on en fait. À supposer qu'il y ait un mécanisme européen agréé, la question se posera de savoir dans quelle mesure le Royaume-Uni mettra en place quelque chose de similaire et souhaitera, le Royaume-Uni d'un côté et l'Union européenne de l'autre, souhaiteront qu'il y ait une coordination entre les deux dispositifs de manière à ce qu'ils puissent être utilisés pour la circulation de l'un à l'autre. Compte tenu des flux et des intérêts, on peut penser que ça sera le choix qui sera fait, mais encore une fois, il est trop tôt pour être plus précis. Alors, nous avons une autre question de Cécilia. Bonjour, j'ai un rendez-vous vital à Londres pour ma santé le 8 juin prochain. Y a-t-il des chances que les déplacements soient ouverts entre la France et le Royaume-Uni? Ne peut-il pas y avoir une dérogation en cas de consultation médicale? Alors, encore une fois, le 8 juin, c'est dans plus d'un mois. On n'est pas en mesure de savoir quelles seront les mesures qui seront encore en vigueur, si elles auront été assouplies ou supprimées. Il suffit de regarder ce qui se passe avec l'Inde, par exemple, ces derniers jours. Pratiquement les pays européens, tous prennent des nouvelles mesures de protection et de restriction aux frontières à cause d'un nouveau variant indien. Pour l'instant, je comprends de votre question que vous êtes en France et que vous devriez venir à Londres pour ce rendez-vous. Si la preuve de ce rendez-vous doit vous permettre de pouvoir venir à Londres, mais en revanche, pour l'instant, vous êtes dans l'obligation de vous isoler dans les deux sens du déplacement. Je pense qu'il faudrait vérifier avec l'institution médicale dans laquelle vous avez votre rendez-vous s'ils acceptent que vous veniez à votre rendez-vous alors que vous êtes toujours en période d'isolement. Ça, il n'y a que l'hôpital, s'il s'agit d'un hôpital, ou le cabinet médical qui peut le dire. Alors, une autre question de Léa. Puis-je organiser mon rapatriement pour raison médicale en France dans les prochaines semaines en 2 ou 3 fois? Quelles sont les conditions? S'il s'agit d'un rapatriement médical, la probabilité pour que vous puissiez sortir du Royaume-Uni est forte. Il faudra évidemment le justifier. Et d'autre part, j'imagine que s'il s'agit d'un rapatriement durable, vous aurez soit un domicile en France, soit une hospitalisation en France, et donc ça doit permettre votre retour en France. En revanche, sur l'idée de faire un rapatriement en 2 ou 3 fois, j'imagine qu'il s'agit de procéder à un déménagement et que vous ne transféreriez vos effets personnels qu'en plusieurs fois. Là, je pense que ça risque d'être plus compliqué, puisque comme on est dans une logique de limitation des déplacements, c'est typiquement le genre de choses que les autorités sanitaires ne souhaitent pas encourager. Donc la recommandation, ce serait d'essayer de mettre tout en œuvre pour pouvoir faire ce rapatriement en une seule fois. Une prochaine question de Ralil. Bonjour, je vis à Londres et j'ai un oral pour un examen d'État à faire à Paris le 20 mai prochain. Comment je dois faire au vu des restrictions de voyage et mesures de confinement de 10 jours, sachant que je dois retourner à Londres pour mon travail?
Si vous avez un examen d'État, donc vous avez une convocation, ça facilitera la possibilité d'aller en France. Encore une fois, du point de vue français, il n'y a pas d'obstacle à ce que vous alliez en France, mais il faut justifier la raison du côté britannique. En revanche, ce type de convocation n'est pas un motif d'exemption de l'isolement, de la quarantaine. Donc pour la partie française, l'isolement qui repose sur un engagement sur l'honneur suppose que vous alliez en France, que vous fassiez votre isolement avant de faire l'examen et au retour britannique, au retour au Royaume-Uni. De la même manière, il n'y aurait pas d'exemption à l'isolement, donc c'est la règle des 10 jours ou 5 en cas de test négatif au bout du 5e jour. Alors, une question de Benjamin sur les visas. Donc, je pars le 28 avril à Édimbourg en avion pour travailler. Ma famille doit me rejoindre début juillet. Ma femme souhaiterait travailler elle aussi. Quelles sont les étapes à effectuer? Et est-il simple de changer de visa pour ma femme? Si vous prévoyez déjà de partir le 28 avril, si vous avez une date, je suppose que vous avez déjà demandé et obtenu un visa de travail pour vous-même. Et des visas, donc le visa, si c'est un emploi salarié, ça sera un skilled worker visa, j'imagine, sans avoir les précisions. Et d'autre part, les membres de votre famille auront des visas de dépendants qui sont d'une nature un peu différente. Mais s'il s'agit bien d'un visa en tant que salarié, sur la base d'une offre d'emploi, encore une fois, selon les conditions qu'on a évoquées tout à l'heure, la règle est que les dépendants, le conjoint, a accès au marché du travail. Et donc, une fois que vous êtes arrivé, sans changer de visa, le conjoint peut travailler. Il y a quelques exceptions, quelques restrictions. C'est en particulier un certain nombre de professions qui ne peuvent être exercées que si on a des qualifications britanniques. Parmi les métiers exercés, concernés, on évoque celui de coach sportif ou les métiers médicaux. Mais en dehors de ces restrictions qui sont encore une fois liées à des métiers, le visa dépendant de quelqu'un qui a un visa de travail salarié permet d'accéder au marché du travail. Alors, avant de passer aux questions qui ont été posées en direct sur le Facebook Live, nous avons une question d'Eléa. Bonjour, je suis française et suis actuellement danseuse en Allemagne. J'aimerais me rendre à une audition à Londres et j'aimerais savoir les démarches à effectuer en tant que citoyenne française pour pouvoir travailler au Royaume-Uni, mais également les papiers à fournir pour pouvoir aller passer cette audition. Alors, passer une audition, en soi, c'est pas venir travailler. Donc, ça fait partie des choses que vous devez pouvoir faire en tant que visiteur. Si vous venez d'Allemagne, vous pouvez rentrer au Royaume-Uni sans visa. Il faudra, puisque les contrôles douaniers britanniques sont assez, ou de la Border Force, sont assez stricts sur le motif de l'entrée des voyageurs, et les officiers de la Border Force cherchent à vérifier que les gens ne viennent pas travailler. Donc il faut être très clair quand vous entrez sur le territoire, quand on va vous demander combien de temps vous avez resté et ce que vous allez faire. Il faut présenter la convocation que vous avez à une audition et expliquer que vous venez quelques jours pour passer cette audition et que vous rentrerez en Allemagne pour attendre le résultat. Évidemment, il faut d'abord vérifier que
l'opérateur, l'organisme auprès duquel vous allez faire une audition est apte à recruter des employés non britanniques, non résidents au Royaume-Uni, mais ça j'imagine que c'est le cas. Et si au terme de cette audition, votre candidature est retenue, à ce moment-là, il faudra que cet organisme vous fasse une offre d'emploi ferme et précise, et sur la base de cette offre, vous ferez une demande de visa salarié, et ça vous permettra de venir exercer cette profession. Merci, Monsieur le Consul Général. On va passer maintenant à une question qui a été posée en direct sur le Facebook Live. Donc, nous avons Jasmine. Donc, bonsoir, je suis arrivé au Royaume-Uni le 18 décembre 2020. Tout a fermé le lendemain à cause de la Covid. Je n'ai toujours pas trouvé d'emploi. Puis-je faire la demande de pre-settle status en prouvant simplement mon entrée sur le territoire britannique à l'aide de mon billet d'avion? Et elle précise qu'elle est hébergée chez sa famille. La condition d'installation avant le 31 décembre ne s'accompagne pas d'une durée minimum. À partir du moment où on est arrivé au Royaume-Uni avant le 31 décembre, on est éligible, on est potentiellement bénéficiaire de l'accord de retrait et donc éligible au settled status. Donc, si vous avez la preuve de votre entrée sur le territoire au 18 décembre, que vous avez une adresse à laquelle vous résidez, vous pouvez faire votre demande de pre-settled status, qui encore une fois n'est pas liée au fait d'avoir trouvé un travail ou pas. C'est uniquement une question de résidence et non pas d'exercice d'une activité. Donc si vous êtes arrivé le 18 décembre, que vous êtes toujours ici, que vous résidez, même si c'est dans votre famille, vous pouvez faire cette demande puisque vous êtes éligible a priori. Sachez que sur les demandes de settled status, le principe qui guide l'administration britannique est plutôt de chercher des raisons de donner ce statut que de le refuser. Donc il y a une approche qui est a priori positive et qui se traduit par le fait que sur les presque 200 000 demandes françaises qui ont été reçues et traitées par l'administration britannique, il y a un peu moins de 0,5% de refus. Merci. Je vois qu'on a dépassé un tout petit peu, mais on a quelques questions encore sur le settled status, donc deux qui se rapprochent. On a Hélène et Marion, donc ont à peu près la même question. Mon pré-settled status est valable jusqu'en 2024. Je compte rester après. Dois-je faire ma demande de settled status avant le 30 juin ou est-ce que ça peut attendre? Et j'ai Marion qui a à peu près la même question. J'ai actuellement un pré-settled status et serai éligible au settled status au mois de septembre 2021. Comment procéder au changement du pré-settled status au settled status après le 30 juin? Donc le délai du 30 juin porte exclusivement sur la demande initiale. À partir du moment où vous avez déjà fait votre demande, vous avez obtenu le pre-settled status, la date du 30 juin ne signifie rien pour vous. Vous avez sécurisé votre statut jusqu'à l'expiration de ce pre-settled status, c'est-à-dire 5 ans après la date à laquelle on vous l'a délivré. Donc vous n'êtes pas dans une situation d'urgence pressée par la deadline du 30 juin. Le settled status, vous pouvez le demander à partir du moment où vous arrivez à 5 ans de résidence. En principe, le système britannique prévoit que vous recevrez une notification de cette possibilité, mais comme ça sera dans plusieurs années, il faut être vigilant et l'avoir vous-même à votre propre système de rappel, mais vous pourrez le demander jusqu'à l'expiration de votre pre-settled status, mais il ne faut pas perdre de temps, il faut le faire à partir du moment où vous approchez des 5 ans.
Merci, Monsieur le Consul Général. Est-ce que donc on arrive à la fin du temps des 1 heure qu'on s'était fixé. Est-ce que vous avez d'autres éléments à partager? Puisqu'on a parlé d'une part des élections et d'autre part on a eu 1 ou 2 questions des Français d'Écosse, j'ai oublié de mentionner qu'on peut voter aussi physiquement aux élections consulaires auprès de notre consulat général à Édimbourg, qui organise lui aussi un vote à l'urne dans les locaux du consulat. Sur le chapitre des déplacements, je crois qu'on a couvert beaucoup de sujets. Moi, je vous invite, si vous avez des projets, d'abord à suivre de près les annonces du gouvernement britannique. Dans la feuille de route du déconfinement annoncée par le Premier ministre Boris Johnson, la date du 17 mai avait été indiquée comme possible date de libéralisation des déplacements, sous réserve, évidemment, encore une fois, de l'examen de la situation. Donc on est dans cette attente. Les annonces pourraient être faites début mai. L'idée qui semble l'emporter maintenant, c'est qu'il y aura un système à 3 couleurs, vert, orange et rouge, et les pays seraient classés dans l'une de ces catégories, vert étant les pays où on peut se rendre et dans lesquels et dont on peut revenir sans obligation d'isolement. Le orange, on est soumis à l'obligation d'isolement au retour, mais dans des conditions normales, c'est-à-dire à son domicile. Et rouge, c'est ce qui existe pour un certain nombre limité de pays actuellement, c'est le confinement obligatoire dans un hôtel désigné par l'administration britannique. Donc il faut suivre ces annonces qui vont être faites et suivez de près les sites gouvernementaux britanniques mais aussi français. Le site du consulat général a une rubrique on s'efforce de mettre à jour aussi rapidement que possible sur toutes ces questions liées aux conditions de déplacement. Voilà, je crois qu'on a même dépassé de près de 10 minutes le temps réglementaire. J'espère avoir répondu à une partie importante de vos questions. Si vous en avez d'autres, nous sommes joignables sur nos sites internet, sur les réseaux sociaux. Et je pense qu'en ligne, on aura peut-être également apporté en direct des éléments par écrit à certaines de vos questions. En tout cas, merci d'avoir été présent et attentif. Et à bientôt, j'espère. À bientôt. Bonne soirée.